Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio pour encore une émission ce lundi soir où on va pouvoir passer en revue toute l'actualité du football européen de ce week-end et de la semaine dernière. Donc voilà, écoutez, ça fait plaisir de vous voir dans les commentaires au JCRM. Comment ça va? Kif Kony aussi, ça fait vraiment plaisir de te voir et de t'avoir dans les commentaires. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Écoutez, donc ce soir, effectivement, comme d'habitude, vous le savez, trois thèmes qui peuvent absolument être dépassés, débordés, bref, faire ce qu'on veut avec, parce qu'on est là pour parler de notre passion. Donc il n'y a aucun souci si vous voulez parler d'autre chose, c'est avec grand plaisir. Vous savez que j'aime beaucoup partir, me laisser guider par le mood du moment. Donc ce soir, juste, je suis parti autour du derby d'Angleterre, qui pour moi était bien sûr un des matchs de l'année, hier en Cup. Et probablement le match du week-end, très clairement, ce Manchester United Liverpool a dépassé nos attentes et j'ai appelé ça Manu Rêve parce que le théâtre des rêves est enfin le théâtre des rêves. Donc voilà, c'était vraiment cool. Ensuite, on va passer un petit peu sur la semaine européenne et la déception vraiment monumentale de l'Inter contre l'Atlético, voilà, et puis voir un petit peu que finalement l'Inter a pas forcément digéré, ça s'est mal passé encore, pas en tous les cas pas très bien passé encore à domicile contre le Napoli. Napoli qui eux ont rencontré le Barça et qui me font leur transition, ma transition donc en Ligue des Champions et qui se sont fait battre par le Barça. Toutes les équipes italiennes sont sorties de la Ligue des Champions et le Barça, lui, est encore en vie dans cette Ligue des Champions, a tiré le Paris Saint-Germain. Donc en plus, on va pouvoir parler un petit peu du Paris Saint-Germain, bien sûr, en creux. Et le Barça a fait une énorme prestation hier contre l'Atlético Madrid, qui avait fait eux-mêmes une superbe prestation contre l'Inter dans la semaine. Donc voilà, on dirait que les équipes espagnoles sont en train de se réveiller là, au début de ce printemps. Donc voilà, je voulais en parler un petit peu parce que j'ai l'impression que le Barça se réveille au bon moment. Voilà, alors, Buonasera Calcio, même pas un mot sur la reconversion de Michy Batshuayi. Je suis déçu, je pars. Au JCRM, c'est quoi la reconversion de Michy Batshuayi? Qu'est-ce qu'il fait? Il vend des caleçons Bob l'éponge ou est-ce qu'il a trouvé un autre job? Si tu peux nous informer là-dessus, ça serait vraiment cool parce que je ne sais absolument pas ce que Michy Batshuayi fait maintenant. Donc voilà. On va commencer par Manchester United. Effectivement, Manchester United qui a vécu un match absolument magique contre Liverpool. C'était vraiment extraordinaire ce match. Donc voilà, un match qui se termine 4-3 après prolongation, quelque chose qui a été vraiment effectivement incroyable. Donc voilà, ouais, vraiment un superbe match avec des jeunes qui marquent. Alors Manchester avait des bons résultats ces derniers temps, c'était pas ils étaient sur un bon mood, on va dire. C'est pas foufou, d'accord. On est bien d'accord que c'était pas complètement dingo, mais effectivement, quand même, Manchester avait plutôt des bons résultats, pas trop de trouage, on va dire. Et donc voilà. Donc effectivement, on pouvait s'attendre à ce qu'il fasse quelque chose. Mais Liverpool était invaincu depuis le mois de janvier. Moi, après, ce Liverpool, je le trouve un petit peu. Ça fait longtemps que je pense qu'il est impressionnant, bien entendu, parce que c'est Liverpool et que on sait bien que cette équipe avec Jürgen Klopp, etc. On sait jamais trop comment ça va se passer. Mais je la trouve très limitée à certains postes, même si les jeunes sont plutôt sympas. C'est cool ce que fait Jürgen Klopp avec cette équipe, mais je trouvais qu'ils étaient un petit peu en surperformance, compte tenu de la qualité intrinsèque de leurs joueurs. Ils ont failli encore créer un sacré exploit à gagner contre Manchester United à Manchester. Donc
Donc effectivement, ça a failli recommencer, hein, on pourrait se dire ça. Mais finalement, je trouve aussi que ce que Manchester United a montré de ce Liverpool, c'est un petit peu aussi ses faiblesses. C'est-à-dire que oui, ils sont très dynamiques, ils ont un énorme pressing, etc. Mais là, ça commence à se voir toutes les absences qu'ils ont, ou en tous les cas les joueurs titulaires, les joueurs majeurs qui ne sont pas à leur sommet, type Mo Salah. Hein, c'est pas parce qu'il a marqué que voilà, il fait un très grand match. Et ça commence à se voir. Hein, le goal qui est voilà un goal qui est un très bon goal remplaçant, mais qui n'est pas le titulaire. Les milieux de terrain qui sont en souffrance à gauche à droite. Donc voilà, donc ça commence à se voir, et je trouve que ça dénote un petit peu de ce. Je trouve qu'ils étaient en surperformance ces derniers temps parce que beaucoup trop d'absents. Et là, voilà, contre une équipe comme Manchester United, qui n'est pas une équipe fantastique, qui a des bons résultats ces derniers temps, mais contre des équipes modestes. Modestes ou alors voilà, ou tout simplement. On va dire pas au niveau qu'elle devrait avoir, hein, parce que quand on croise Chelsea par exemple, on peut pas considérer en ce moment qu'on croise une grosse équipe. Voilà, quand on croise les 11e du championnat, voilà. Et c'est vrai que voilà, je trouve que que Manchester est pas une équipe fantastique, et pourtant, ce qu'ils ont fait hier à Liverpool, c'est quand même assez symptomatique, je trouve, d'une fragilité de Liverpool. Ça n'empêche que le scénario du match était absolument incroyable. Donc on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que je crois que c'est Bruno Fernandes qui dit à la fin du match que c'était un match de tennis. Oui, c'est clairement un match de tennis. Et puis en plus, je pense aussi que Liverpool a raté l'occasion de plier le match en fin de rencontre, ou plus exactement, Onana a fait les arrêts qu'il devait faire. Donc c'est peut-être ça, je sais pas. C'est en tous les cas, ils ont fait ce qu'il fallait. Nikaya, ça fait très plaisir que tu sois dans les commentaires. Plus d'Italiens avec des champions, ça commence à se voir aussi. ouais, j'ai bien vu. Effectivement, c'est vrai que voilà, plus d'Italiens, c'est très surprenant, hein, parce que je disais depuis le début de saison que l'Inter était le favori de la Ligue des Champions pour moi, avec Manchester City bien entendu. Donc voilà. Alors un petit point sur la reconversion de Bob l'éponge, enfin de Michy Batshuayi. La reconversion de Michy, c'était pour son coup de pied lors de la fin du match entre Trabzonspor et le Fener. Ah oui, j'ai vu que c'était. J'ai pas vu exactement ce qui s'était passé en particulier, mais j'ai vu des images de la sortie des joueurs du Fenerbahçe où c'était n'importe quoi. Et donc Michy Batshuayi s'est mis au MMA apparemment. Bon écoute, c'est bien, hein, il faut se reconvertir à un certain moment. Oui, donc voilà. Donc effectivement, en tous les cas, un match palpitant, des rebondissements dans tous les sens. Jusqu'à ce quatrième but tout à la fin des prolongations. Donc voilà, je pense que Liverpool a raté l'occasion de plier le game. Mais oui, c'était quand même un match ultra spectaculaire au cœur de l'après-midi. Comme ça, franchement, c'était vraiment cool. Moi, j'ai passé un très bon moment. Et puis, ce qui m'a vraiment fait plaisir, même si je suis pas un fan de Manchester, c'est pas ça, mais de voir Old Trafford se exploser comme ça, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça. Parce que Manchester a des résultats qui sont très 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 mitigés depuis quelque temps. Onana retrouve enfin son niveau, je trouve, pas seulement sur ce match, hein, ça fait quelques matchs qu'il est bon depuis qu'il est revenu de la Coupe d'Afrique des Nations, je trouve qu'il est plutôt bon. Donc voilà, ça commence à prendre forme gentiment, même s'il y a eu des occasions absolument folles de la part de Liverpool, hein, qui aurait pu très possiblement remporter le match. Au JCRM, il y a un joueur qui a failli se faire agresser par un couteau, et à la fin du match était très chaude. Ouais. Non mais le football turc, je pense que là on est sur du summum. Hein. On avait vu le football grec avec le président de club, je sais plus de quel club, qui descend avec son pistolet à la ceinture sur le terrain. Mais le football turc, on n'est pas loin. Voilà, dans cette partie du monde, hein, Turquie-Grèce, le sang est très très chaud, et le football, c'est pas fait pour. Ils sont pas là pour rigoler avec le foot, malheureusement, parce que voilà. Alors ça fait un peu folklore, mais c'est vrai que c'est dommage d'en arriver là. Bon, voilà, c'est comme ça. Après, ça fait des années, hein, c'est pas... Eux, on peut pas considérer que c'est un épiphénomène, que le football... voilà, non, ça a toujours été comme ça. Moi, je me souviens je sais pas si vous vous souvenez des premiers... En fait, bon, l'Angleterre a été suspendue pendant 10 ans après le drame du Heysel...
en finale de Ligue des Champions 1985 entre la Juve et Liverpool. Donc, jusqu'en 1995, les clubs anglais ne pouvaient pas participer à la Coupe d'Europe. Alors, il faut savoir d'ailleurs que c'est le football anglais qui s'est auto-sanctionné. C'est pas l'UEFA. Ils ont juste dit que, en fait, ils pouvaient plus assurer la sécurité des autres supporters à cause de leurs hooligans, et donc qui devaient régler le problème des hooligans avant de retourner en Coupe d'Europe. Ce qui est plutôt pas mal, parce que le Heysel, c'est des dizaines de morts. Donc c'est dramatique ce qui s'est passé ce soir de finale de Ligue des Champions. La dernière, pas la dernière, mais l'avant-dernière gagnée par la Juve. Donc voilà, et le truc c'est que effectivement quand Manchester United est retourné en Ligue des Champions, parce que c'était eux les champions à l'époque, donc voilà, et puis c'était voilà, en fait ils tiraient, je crois, chaque année Galatasaray. À un moment donné, je crois qu'en 95 ils prennent Galatasaray, 96 ils prennent Galatasaray, 97 ils prennent Galatasaray, bon bref. Et le premier Galatasaray Manchester United avec Eric Cantona dans l'équipe, Roy Keane, etc. Enfin bref, l'équipe de déglingo. Ils ont, l'arrivée à l'aéroport et dans le stade de Galatasaray était terrifiante. Il y avait marqué à l'aéroport, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui attendaient Manchester United avec des pancartes Welcome to Hell, en fait. Et pour de vrai, Et ils leur jetaient des pièces quand ils rentraient sur le terrain pour l'échauffement, et quand ils rentraient dans le vestiaire, ils se prenaient des pièces même à la mi-temps, etc. C'était complètement dingo. Et ils ont fait, donc la première année, en 95, je crois, Galatasaray sort Manchester United, qui est une équipe de stars, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué en Coupe d'Europe, etc. Donc très compliqué pour eux. Et ils sortent. 96, ils reprennent Galatasaray. Là, cette fois-ci, Manchester passe, il me semble. Mais même accueil, bordel de fou, tu dors pas de la nuit, tu prends des pièces, il y a des joueurs qui se sont fait ouvrir le crâne à cause de pièces jetées, parce qu'ils les lâchent pas, les pièces, ils les jettent très très fort. Donc, je vous parle d'un moment, c'était donc les années 90. Donc voilà, moi je me souviens, je regardais ça à la télé le mardi et le mercredi sur TF1 à l'époque, c'était en clair. Donc voilà, donc c'était c'était assez fou. Voilà la petite écartade sur le football turc, parce que ça fait des années, des décennies que ça dure et que c'est comme ça. Par contre, il faudra expliquer aux joueurs ivoiriens qu'enlever leur maillot donne un deuxième jaune entre celui de la CAN et hier. Sur le moment, on n'a rien compris. Le gars qui marque et va direct au vestiaire. Ouais, non, c'est n'importe quoi, effectivement. Nous, les Suisses, on connaît bien l'ambiance turque. On en garde un super souvenir. J'étais devant ma TV, mais les images étaient ouf. Ah oui, c'était match de barrage Suisse-Turquie d'ailleurs, je crois aussi. C'est pareil, vous avez eu 2 matchs de barrage contre la Turquie, je crois, à 2 compétitions, à 2 compétitions d'affilée. Je me demande si c'était pas en Coupe du Monde et à l'Euro. Il me semble aussi que d'ailleurs il y en a une qui se passe bien, une qui se passe mal. Donc voilà, enfin qui se passe bien. Les deux se passent mal, mais la Suisse se qualifie une fois et la Turquie se qualifie la première ou l'inverse. Bref, oui, mais je me souviens aussi, très 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 chaud, je crois. Ouais, c'était très compliqué, le Suisse-Turquie, le retour en Turquie. Oui, donc voilà. Bref, je sais pas où j'en étais, mais en l'occurrence, Manchester United, c'était un petit peu le lien avec la Turquie. Manchester United qui ira à Wembley pour jouer la demi-finale de coupe de FA Cup. Et donc voilà. Ça va être très cool, parce que ce serait bien que Manchester gagne un titre, honnêtement, moi ça me ferait plaisir, parce que là ça fait beaucoup trop longtemps, quoi. La dernière, je pense, c'était le dernier titre, ça devait être la Ligue Europa avec José Mourinho et Ibrahimovic, je pense. Enfin, même si Ibra était pas sur le terrain parce qu'il s'est rompu le ligament croisé, mais c'était l'époque où il jouait à Manchester United. Donc voilà. Voilà un petit peu pour Liverpool. Et Liverpool, là ça fait déjà un titre qu'ils peuvent pas prendre, parce que là ils étaient soi-disant partis pour le quadruplé, Ligue Europa, Coupe de la Ligue. Bon, ils ont gagné la Coupe de la Ligue. Ils étaient donc aussi en FA Cup, et ils étaient bien sûr en lice pour le titre de Première Ligue, même si Arsenal a pris la tête. Alors ce week-end, c'était un peu tronqué en Angleterre à cause des matchs justement de Cup, les quarts de finale. Donc il y a beaucoup de matchs qui ont été reportés. Donc là le classement est un peu difficile à lire, mais en gros les 3 de devant se tiennent en 1 point.
Voilà, en gros, Arsenal, Liverpool et Manchester City se tiennent en 1 point. Donc voilà, donc ça va être chaud jusqu'au bout, il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute là-dessus. On va passer au deuxième sujet. L'Inter ne digère pas. Ouais, moi j'ai été absolument surpris. Bon, déjà du match de l'Atlético, parce qu'il faut bien comprendre que l'Atlético ces dernières semaines, c'est pas terrible, même depuis le début de saison, ils ont des hauts et des bas, mais jamais on a pu dire, enfin, où j'ai pu me dire, en tout cas personnellement, hein, après, il y a peut-être des gens qui voient le foot différemment, mais je me suis dit, ouais, l'Atlético cette année, c'est une équipe sérieuse. Alors, il y a Griezmann qui est au-dessus du lot, et qui, quand il est chaud, l'Atlético peut faire mal à n'importe qui. Mais à part ça, c'est assez compliqué de pouvoir compter sur l'Atlético. On comprend pas trop. Des fois, ils se prennent une énorme rouste contre une équipe de fin de tableau d'Espagne. Ils sont capables d'aller secouer un très gros d'Espagne, je sais pas, la semaine suivante. Et c'est un peu comme ça en permanence. Donc voilà, donc j'avais beaucoup de mal à lire ça. Et moi, je pensais que effectivement l'Inter avait raté des opportunités au match aller à San Siro. Ils auraient pu tuer le match, mais que ça allait suffire parce que ne serait-ce que ce 1-0 faisait en sorte que l'Atlético allait devoir se découvrir. Et on sait bien que c'est pas du tout le jeu de l'Atlético. L'Atlético, c'est une équipe qui adore être recroquevillée et exploser en contre lorsqu'il récupère le ballon. Donc je me disais que même le 1-0, avec la maîtrise qu'affiche l'Inter ces derniers temps, ça allait suffire. Et en fait, ils ont fait un match absolument plein, complet, 90 minutes à agresser l'Inter. Impossible pour l'Inter de poser son jeu, et même quand ils ouvrent le score, là je me suis dit, bon bah là c'est fini, à 2-0, enfin 2-0 sur l'ensemble des deux matchs, c'est terminé, merci, limite j'ai commencé à zapper, je regardais l'autre match. Et puis en fait 3 minutes ou 4 minutes après, égalisation, et là tu te dis ça commence à... Les fantômes du j'ai raté trop d'occasions, vous savez dans le foot, hein, quand vous mettez pas les buts, vous le payez tôt ou tard. Quand vous avez les occasions, style par exemple la Champions League 2022, toutes les équipes qui ont rencontré le Real, n'ont pas mis les buts, toutes se sont fait sortir. Mais il n'y a pas que le Real, mais il y a énormément de fois où j'ai regardé des matchs où quand une équipe domine et ne met pas les buts, très souvent elle le paye. Et là, en l'occurrence, l'Inter l'a payé. Cette égalisation, ça a été très très chaud. Et puis finalement, derrière, tout se met mal. On en arrive au tir au but. Et puis au tir au but, voilà, c'est pas la loterie. Hein. Je suis pas Didier Deschamps. Je pense que ça se travaille. Ça n'empêche que, je sais pas si vous avez vu cette vidéo de Lautaro Martinez, du penalty de Lautaro Martinez qui met au-dessus. En fait, quand il prend appui sur la pelouse de San Siro qui est pourrie, hein, la pelouse de San Siro à ce moment de l'année. Chaque année, c'est la même chose. En fait, en hiver, San Siro, les tribunes de San Siro sont tellement hautes, hein, parce que c'est un stade de 80 000 places qui est vraiment vertical. Hein, c'est pas comme le Camp Nou qui est un espèce de... Ou le stade Vélodrome, par exemple, l'ancien stade Vélodrome qui était vraiment très ouvert. Le San Siro, il est un petit peu comme Bernabéu. Ce sont des stades qui sont très, très verticaux. Et en l'occurrence, la lumière ne pénètre pas dans San Siro. Et chaque année, à partir du mois de janvier, février, mars, la pelouse commence à pourrir parce que pas assez de lumière à cause du fait que le soleil n'est pas suffisamment haut pour faire rentrer la lumière du soleil dans le stade. Même avec les lampes, vous savez, les lampes qu'ils mettent sur la pelouse, en fait, ça va pas, ça suffit pas. Et ce qui fait que la pelouse est pourrie. Tout le temps. Chaque année, c'est pareil. Et en l'occurrence, alors il suffit qu'en plus il y a un concert, etc., parce que c'est souvent le cas à San Siro. Et puis là, alors là, c'est le jackpot. En l'occurrence, il n'y a pas eu de concert, mais ça ne change pas que sur la prise d'appui de Lautaro Martinez, si vous allez sur X, vous pourrez le trouver, mais sur la prise d'appui de Lautaro Martinez, en fait, la balle saute. Parce que en prenant son appui, il est tellement puissant, son appui, enfin bref, il prend un appui avec son pied gauche, qu'en fait, il fait plier la pelouse à cet endroit-là, et la pelouse, en fait, soulève le ballon saute un tout petit peu, et quand il frappe, au lieu de la prendre vraiment coup de pied, et puis qu'il maîtrise, on va dire, la hauteur de la balle, en fait, il passe sous la balle, et la balle, elle part. Et d'ailleurs, c'est pour ça que
juste avant, juste après, mais le quart de seconde suivant sa frappe, il se retourne en fait et il regarde le point de pénalty. Parce qu'en fait, quand on voit cette vidéo, c'est vraiment, mais je me dis, waouh, mais c'est fou comme de temps en temps, rien ne va en fait. C'est quand il y a une soirée dans le foot, hein, dans la vie aussi, mais dans le foot, quand il y a une soirée où ça commence à pas être ta soirée, c'est dramatique. Franchement, ça part très très mal. Donc voilà. Bon, écoutez. C'est comme ça arrive, c'est dommage. L'année dernière, je trouve qu'ils avaient beaucoup moins de maîtrise et ils sont arrivés en finale, ils ont failli gagner avec des champions. Cette année, je trouvais que c'était l'équipe qui a le plus de maîtrise en Europe. Et puis finalement, ils se font sortir par un Atlético un peu vraiment hors norme et une séance de penalty un petit peu rocambolesque. C'est comme ça, c'est le football. Hein. Dans le football, si c'était toujours le meilleur qui gagnait, ce serait pas marrant. On regarderait pas. Et c'est pour ça que le football est probablement le sport numéro 1 au monde. C'est que même une petite équipe, même Carquefou, nos amis marseillais peuvent en témoigner, même une toute petite équipe peut gagner contre n'importe qui, même le Real. Donc ça, c'est... voilà. Alors, ils peuvent gagner sur un match. C'est sûr que vous faites 10 Real Carquefou, c'est sûr qu'il y en a soit 10, soit 9 qui sont gagnés par le Real. Mais il y a quand même ce 10e match que Carquefou potentiellement peut gagner parce que ce jour-là, Carvajal est un peu mal à l'ischio, Vinicius a fait un peu trop la fête, Jude Bellingham est pas trop motivé parce que c'est Carquefou, Thibaut Courtois est pas là et en l'occurrence Lounine se dit est-ce que je me suis pas embrouillé avec mon père ce week-end et je suis un petit peu contrarié. Bref, ça peut arriver. Donc voilà. Et ça, c'est vrai que c'est pour ça qu'on aime le foot, je pense. Je pense sincèrement que c'est ce qui fait la particularité de ce sport, entre autres, c'est que c'est possible. En fait, il n'y a jamais un tirage au sort où tu te dis c'est impossible. Pareil, c'est pas parce que tu as gagné 4-0, Paris en sait quelque chose, que tu peux être sûr que tu vas te qualifier. Non, c'est pas possible. Parce que au foot, tu peux avoir des journées qui sont incroyable, comme je sais pas, le 7-1 de l'Allemagne contre le Brésil, par exemple, et des journées sans, je reprends la même chose, mais le 7-1 de l'Allemagne contre le Brésil. C'est pas, il y a pas 6 buts d'écart entre le Brésil et l'Allemagne, mais ça peut arriver. Il y a des jours comme ça. Donc voilà. C'est par exemple des choses qui n'arrivent pas au basket, ou très peu, ou des choses qui n'arrivent pas au rugby. Ce sont deux sports collectifs où très souvent, le meilleur gagne. C'est très très rare que le meilleur ne gagne pas. Donc voilà. Après, il peut y avoir des équipes sensiblement de même niveau. Je sais pas, on a vu France-Angleterre par exemple ce week-end, où là, tu peux considérer que c'est deux équipes sensiblement de même niveau et donc les matchs sont intéressants. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez une très grosse équipe de rugby qui tombe contre un petit, t'es sûr qu'ils leur mettent une rousse. Ça, il n'y a pas de négociation. Et au basket, c'est la même chose. Donc voilà. Voilà, j'ai digressé encore sur cette fois-ci le basket et le rugby, mais bon, c'est comme ça. En tous les cas, l'Inter ne digère pas. Et donc ce week-end, il rencontrait Naples. Naples, en gros, hein, les deux gros déçus de la Ligue des Champions italiens, comme disait Nikaya, il n'y a plus de club italien en Champions. Voilà, les deux se rencontraient le week-end suivant. Et en fait, c'est vrai que l'Inter, encore une fois, n'a pas su tuer le match. Donc c'est parce qu'ils ont eu plus d'occasions que le Napoli. Hein. Ils ont dominé le match. Et d'ailleurs, le but. Alors je reviens pas trop sur l'arbitrage d'habitude. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis pas un fanatique de l'arbitrage. Maintenant qu'il y a la VAR, en fait, je suis tranquille. C'est quand même très rare les vrais vols. Il peut y avoir des petites erreurs, mais les vrais vols, c'est terminé, c'est derrière nous, c'est dans les années 2010, c'est pas grave, ça y est, c'est fini. Là, depuis qu'on a la VAR, maintenant, on dort bien le soir. Hein. La plupart du temps, tu peux essayer d'interpréter un peu différemment à gauche, à droite, mais en général, ça va bien. Donc voilà. Mais ah ouais, l'affaire Acerbi, c'est grave, il risque 10 matchs de suspension si ces mots sont avérés. Et oui, effectivement. Je suis d'accord. Bref, Acerbi, hein, c'est un peu. Je le trouve bon, hein, mais bon, c'est pas. On voit bien que c'est pas la lumière du millénaire, Acerbi. Hein, c'est pas le phare d'Alexandrie, quoi.
l'allumette de la goutte d'or. Donc voilà, si je dois faire un comparatif. Il a quitté le Rassemblement italien d'ailleurs. Ouais. Je veux bien le croire. C'est un peu gênant. Donc bref, quoi qu'il en soit, je sais plus où j'en étais. Oui, il se rencontrait et l'Inter encore une fois n'a pas réussi à terminer à fermer le match en fait. Et c'est un vrai problème. Ça fait 2 fois d'affilée. Ça fait 3 fois même si on peut considérer l'Atlético avant. Donc je sais pas. Alors bon, voilà. Hein, je pense que Milan peut quand même tout de même pas arriver au titre, hein. Il y a 14 points d'écart, même si Milan a récupéré 2 points, bon, ok, mais ça change pas que je les vois mal perdre 14 points en 9 journées jusqu'à la fin du championnat. Ça va être compliqué, même s'ils rencontrent Milan, bon, mais ils rencontrent Milan au mois d'avril, normalement ils seront déjà champions à ce moment-là, ou probablement qu'ils seront champions, peut-être même... Le match contre Milan, ça ferait mal. Donc, j'avoue que s'il pouvait être champion avant ou après, mais pas le match contre Milan, ou pas juste avant le match contre Milan, pour pas qu'on ait à leur faire une aide d'honneur, ça j'avoue que j'aurais beaucoup de mal à regarder ça. Mais bon, donc voilà. Mais ouais, effectivement. Voilà, je pense pas qu'ils s'effondrent, mais en tous les cas, ça les a touchés. On voit que ça les a touchés. Alors après, ils avaient fait une prolongation, une séance de tir au but, c'était long, contrairement au Napoli, qui s'est fait sortir un peu à la loyale, on va dire, dans les 90 minutes. Donc voilà. Et le Napoli, en revanche, moi j'ai trouvé qu'ils avaient plutôt bien réagi, parce que on dirait que justement ces 2 matchs contre le Barça, ça leur a redonné un petit peu confiance en eux en se disant on peut jouer le haut niveau. On n'est pas complètement à la ramasse. Ils n'ont pas fait des matchs fantastiques contre le Barça, ni à l'aller, ni au retour, mais ils ont tenu leur rang. Ils se sont pas pris une rousse, même si le score est un peu boursouflé, je trouve, le score du match retour pour le Barça. Mais voilà. Donc voilà un petit peu le truc. L'Inter, en tous les cas, digère pas. On va voir, hein, on va regarder. Hein. S'ils reperdent encore 3 points la semaine prochaine, etc., bah... peut-être que ça va commencer à instiguer le doute dans leur esprit, on verra. Mais bon. Leur calendrier est hyper facile en plus, à part le Milan, le reste c'est faible. Oui, tout à fait. Ouais, mais c'est aussi ça, peut-être, qui peut être dangereux pour l'Inter, c'est que là, tout d'un coup, c'est un groupe qui est destiné à aller très loin dans toutes les compétitions, etc. Mais là, ils n'ont plus la coupe. Ils n'ont plus la Champions League. La coupe, ça fait déjà un petit moment. Ils se sont fait sortir par Bologne. La Champions League, bon, bah, c'était un peu leur objectif prioritaire. Quand tu as 16 points d'avance en championnat, tu joues que pour ça. Donc voilà. Et là, tout d'un coup, tout s'arrête. En gros, ils sont trop loin devant en championnat. Bon, bah, c'est fini. Le championnat est terminé. Donc très compliqué de se motiver, et je sais pas jusqu'à quel point en fait ça peut jouer sur leur motivation de tous les jours, quoi, parce que maintenant ils ont plus qu'un match par semaine, et on commence à voir des gestes un peu bizarres de joueurs quand ils sortent, de Barella, ouais, j'ai vu des réactions qui étaient un petit peu bizarres à l'Inter. Donc style genre bon bah il me sort, mais en même temps enfin je veux dire il y a plus qu'un match par semaine, quoi, donc il a pas besoin de me sortir en fait, je peux jouer tout le match, c'est pas un problème. Donc voilà. Milan, Torino, Sassuolo, Frosinone, Lazio et Las. Bon, ouais, effectivement, la Lazio, l'état dans lequel ils sont, bon bah voilà. Allez, Torino est une équipe très chiante à jouer cette année, vraiment très très chiante, ultra physique, etc. Pas trop mauvaise en plus, c'est pas, voilà. Bon, j'ai vu des Torino bien pires que celui de cette année. Cette année c'est plutôt bien. Vlasic, Sanabria, etc. Zapata, tout ça c'est pas mal. Buongiorno qui est un très 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 bon défenseur central. Donc ouais, non, c'est une bonne équipe de Turin, donc eux ils peuvent les saouler. Le Milan, je pense aussi, parce qu'ils sont quand même sur un bon trend. Ça dépendra aussi un petit peu de la Coupe d'Europe. Et puis ouais, après le reste, bon, Frosinone en fait c'est un peu en dents de scie. Frosinone, des fois ils sortent des très très gros matchs, mais aussi des fois ils prennent des roustes. Sassuolo, j'en parle pas parce que ils sont au bout de leur vie, et le Hellas Vérone, on les a rencontrés ce week-end, ils sont au bout de leur vie aussi. En même temps, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient à l'intersaison, donc c'est un peu normal. Voilà.
Écoutez, on va passer tranquille au Barça, parce que donc c'est normal, on passe de Naples au Barça, ça me semble logique après ces matchs de Ligue des Champions. Le Barça a fait une super prestation hier contre l'Atlético. Très très grosse prestation. Surtout Lewandowski qui fait quand même un but, 2 passes décisives. Donc sur 3 buts, c'est quand même bien. En gros, il est impliqué dans tous les buts. Et ça, ils sont en train de trouver leur vitesse de croisière. Je pense que ça les a boostés aussi un petit peu, ce huitième de finale de Ligue des Champions. Et ils commencent à aller gagner à l'Atlético. Alors, il faut savoir que la dernière équipe qui avait gagné à l'Atlético, comment il s'appelle ? Stadio Metropolitan, je crois. C'était le Barça, l'année dernière, champion. Depuis le Barça champion de l'année dernière, aucune équipe n'avait gagné à Madrid, à l'Atlético. Et pas un an après, parce que voilà, mais quelques mois après, c'est à nouveau le Barça qui a gagné, hein, même le Real l'a pas fait. Et en leur mettant le Wanda Metropolitano, et en leur mettant un 3-0 coton. Alors ok, l'Atlético avait joué une prolongation, un match vraiment où ils avaient mis un impact incroyable, mais bon, ils ont quand même un effectif profond, hein, l'Atlético, donc ils auraient pu faire autre chose. Puis le Barça avait joué aussi un huitième de finale de Ligue des Champions, même s'il n'y avait pas eu les pénaltys et la prolongation, donc c'est pas comme s'ils étaient au repos. Donc il n'y avait pas non plus énormément de différence physique entre les deux équipes, mais surtout un Barça qui joue pas trop mal, on va dire. Alors, ils n'ont pas été dominateurs, mais c'est un Barça qui joue bien les coups. Et ça, déjà, ça change tout, parce qu'ils ont quand même des joueurs de talent. Et puis, petit à petit, Xavi, en fait, déjà, depuis que Xavi a dit qu'il s'en allait, en fait, ils ne font que gagner le Barça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais ça a eu un effet un peu... je sais pas, les gens sont contents, je peux pas te dire. Mais en tous les cas, ils ne font que gagner. Et effectivement, maintenant, avec le talent qu'ils ont, ils arrivent à bien jouer les coups. En plus, là, ils ont quand même pas mal de blessés qui vont récupérer. Et Xavi, enfin, fait ce qu'on attendait de lui, en fait, hein, en tous les cas. Ce que moi j'attendais de lui quand il est arrivé, c'est-à-dire intégrer les joueurs de la Masia, les Firmin, les Forst, les gars comme ça qui sont plutôt bons. Et honnêtement, voilà, ça commence à très très bien jouer et ça change. Moi, je suis ultra déçu de Jong. Je suis pas convaincu par Pedri. Alors bon, Pedri depuis sa saison à 80 matchs là, quand il fait toutes les compétitions possibles, il est blessé tout le temps. Donc je peux pas trop le juger, mais je veux dire la saison à 80 matchs, Pedri il est stratosphérique. Et d'ailleurs il m'inquiète limite. Mais depuis, en fait, il le paye quoi. Donc voilà. Alors, juste un petit point dans les commentaires. Donc, il devrait prendre 7 points sur ces matchs-là et que le Milan gagne tout pour ne pas avoir le Scudetto. Oui, ce qui est impossible. Absolument. Tu as tout à fait raison, c'est impossible. Donc, voilà. Mais, va savoir, c'est pour ça qu'on aime le foot, c'est que tout est possible dans le football. Ça peut arriver. Je pense pas, mais ça peut arriver. Joao Félix a fait du mal à ses anciens coéquipiers, oui. C'était pas mal l'action en plus. L'action qui amène le but sur la passe de Lewandowski est plutôt bien. Il a été bien accueilli. En même temps, t'as vu les déclarations qu'il a fait sur l'Atlético, il est fou. Surtout que le Barça a pas levé l'option d'achat. Hein. Ils vont pas l'acheter. Hein. Il va être obligé de retourner à l'Atlético. Lui, il est... Bref, il est probablement aussi talentueux qu'il est bête, Joao Félix. À chaque fois, hein, il a vraiment un caractère de cochon, quoi. Mais bon, bref. En France, tout le monde voit déjà Paris battre le Barça. Je pense, moi, que le Barça passera. Ok, le PSG a Mbappé, mais leur défense parisienne ne fait pas peur du tout. Alors, j'irais... Oui, c'était le sujet suivant, hein, de toute façon. En gros, moi, le truc, c'est que je pense qu'on est trop optimiste sur le fait que Paris ait tiré le Barça. Alors, clairement, c'est clair que le tirage au sort, si on regarde les tableaux, le fait qu'il n'y ait pas le Bayern, qu'il n'y ait pas Manchester City et qu'il n'y ait pas le Real dans ta partie du tableau, ça, c'est jackpot. Ça, il y a pas, tu peux dire tout ce que tu veux, c'est jackpot, messieurs, dames. Voilà, il est où Gilbert Bribois? Ça, c'est clair. En revanche, le fait que tu tires le Barça pour le Paris Saint-Germain, dans l'état dans lequel se trouve cette équipe, hein, parce que c'est même pas ce club, c'est
où en est dans son développement le Paris Saint-Germain avec l'équipe qu'elle a. Je suis désolé, mais quand je prends l'effectif du Barça et que je prends l'effectif du Paris Saint-Germain, à quelques exceptions près, c'est-à-dire Mbappé, bien entendu, Lucas Hernandez, probablement, et puis peut-être, qui est-ce que j'avais vu où je m'étais dit, oui, lui, il est vraiment au-dessus. Je me souviens plus. Mais à part ces quelques exceptions, généralement, je dis que les joueurs du Barça sont au-dessus des joueurs du Paris Saint-Germain. Si on peut... Alors, la défense centrale, c'est vrai, du Barça est pas... Oh, quoique Araujo, est-ce que c'est meilleur que Marquinhos? Oui, je pense. Donc, bon, voilà. Donc, effectivement, je pense que l'effectif du Barça est meilleur. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'effectif du Barça... voilà. Déjà, je pense que Paris a un meilleur entraîneur que le Barça. Déjà. Donc, ça aide aussi. C'est même très, très important. Et c'est pour ça que je commence à dire que, effectivement, tu peux te dire, bah voilà, ouais, c'est du 50-50, quoi. C'est pas du 60-40, comme tu dis, Kif Kony. Attends, je reviens sur tes commentaires. Mais pour moi, c'est vraiment du 50-50. C'est pas le pire tirage, parce que donc ça aurait pu être le Real, Manchester City ou même un Bayern un peu souffretant. Je pense que Paris a pas le niveau. Donc voilà. En revanche, tirer le Barça, écoute, c'est une équipe plutôt joueuse quand même, donc c'est plutôt pas mal pour le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est une équipe à peu près au niveau du Paris Saint-Germain, donc c'est bien, c'est un match ouvert. Tu te dis pas c'est mort, mais moi je me dis pas c'est sûr. Voilà, j'en suis pas là, donc on verra bien. Vitinha ou Hakimi? Ouais, si tu prends, on prend les titulaires, hein, tu vois, du poste. Je pense pas que Vitinha ou Hakimi soient devant leur équivalent au Barça. Ça peut jouer, mais c'est pas, c'est pas au-dessus, quoi. C'est pas très au-dessus. Hakimi, j'aime pas du tout sa saison. Nuno Mendes aurait été peut-être le seul où vraiment je me serais dit, bon, lui, il est au-dessus de l'autre, mais le problème, c'est qu'il est blessé tout le temps et qu'il vient de revenir, donc j'arrive pas à vraiment avoir un avis sur lui. Je sais même pas s'il va être là pour le match. Ils sont dans super longtemps, ces quarts de finale. La Ligue des Champions est ainsi faite ces dernières années que entre le 8e aller et le 8e retour, tu as 3 semaines, et puis ensuite, pour arriver au quart, tu as encore 3 semaines. Donc, parce que y a les trêves internationales. Donc oui, je sais pas qui sera là, mais voilà, je suis pas sûr que c'est vraiment si supérieur que ça. En plus, le match retour au Barça peut jouer dans la balance et plus positivement pour le Barça. Après, c'est vrai que c'est pas le Camp Nou, c'est Montjuïc. Bon, c'est pas une super ambiance avec la piste d'athlétisme, mais les fantômes du passé sont encore là. Après, le fantôme numéro 1 du passé, il est sur le banc cette année. Donc ça peut aussi être un atout cette fois-ci, d'avoir Luis Enrique sur le banc. Donc voilà, sur comment prendre un match retour au Barça. Et puis surtout, il n'y a plus beaucoup, excepté Marquinhos, mais j'espère qu'il aura l'intelligence de ne pas le faire jouer, il n'y a plus beaucoup de losers patentés au Paris Saint-Germain de cette époque-là. Donc excepté Marquinhos, il ne faut vraiment pas le faire jouer ce soir-là, et puis lui mettre une couche, et puis voilà, quoi. Normalement ça devrait aller. Le stade olympique, c'est pas le Camp Nou, comme dit Kif Kony, je suis tout à fait d'accord avec toi. Une semaine d'écart, ça arrange Paris, mais pas Hakimi au match aller. Oui, il s'est fait suspendre au match retour. Ouais, bon écoute, Luis Enrique a tellement de systèmes, etc. On le voit, chaque match c'est une équipe différente, tu prévois toujours des trucs et tout, qu'il va nous sortir quelque chose. Ça m'intrigue pas. Je pense que Paris sera moins offensif à droite, mais ils seront quand même solides, je pense. Moi, j'ai confiance en Luis Enrique, bizarrement. Je peux comprendre qu'il énerve un peu quand on est supporter du Paris Saint-Germain, mais moi, je trouve que ce qu'il a fait tout au long de la saison, c'est exactement pour ces moments-là. Moi, là, avec le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, le fait qu'Hakimi soit pas là, ça m'inquiète pas. Parce que je sais que il a habitué ses joueurs à jouer, déjà, tous les joueurs. Et en l'occurrence, il a habitué ses joueurs à
dépanner à gauche, à droite, changer de poste, etc. Ce qui fait que c'est pas le à chaque fois Paris arrivait avec un 11 de départ plutôt fort, et quand arrivaient les gros trucs, quand il y avait un joueur qui manquait, on avait l'impression que c'était fini. Terminé. Oula, il n'y a pas le latéral, alors là c'est mort, c'est fini, il n'y a pas Neymar, c'est mort. Luis Enrique, toute l'année, au contraire, il s'est préparé à ces moments-là, parce qu'il y a toujours un joueur qui manque. C'est impossible que tu aies ton 11 de départ top, titulaire, en quart pour le match aller et le match retour, en demi pour le match aller et le match retour, et en finale. Ça n'existe pas. Tu auras toujours des absences, et des fois des grosses, et c'est pas grave. Et c'est ces matchs-là qu'il faut que tu gagnes quand même, ou que tu perdes pas en tous les cas. Donc voilà. Au JCRM, une petite question. Et toi, le fan de Milan, tirer la Rome, j'ai pensé à toi direct, t'étais pas dû être content, la Roma joue bien en ce moment. Oui, j'étais pas content pour le football italien, parce que c'est dommage qu'on gâche des points UEFA en se rencontrant les uns les autres, mais bon, ça c'est le lot des grands pays qui ont beaucoup d'équipes dans des compètes, donc voilà, bon bah c'est comme ça. Après, honnêtement, la Roma joue beaucoup mieux que depuis le début de saison, ça c'est clair, mais il m'inquiète pas. C'est pas une équipe où je me dis, ah ouais, ils sont super forts. L'expérience qu'a Milan de ces 3-4 dernières saisons du très haut niveau de la Coupe d'Europe, les joueurs qu'ils ont intrinsèquement, tout est plus fort, quoi. Donc, même le coach a plus d'expérience, bref. Je suis pas inquiet par la Roma. Je dis pas que ça va être facile, ça va être serré, mais je pense que sur un match aller-retour, Milan passe. Ils sont plus forts que la Roma. Il n'y a pas photo, quoi. C'est comme ça. Et comme en plus, ils seront pas impressionnés, ils seront pas surpris, ils connaissent la Roma, quoi. Bon, bah, je pense que ça va plutôt bien se passer, même si De Rossi va leur donner beaucoup de force que Mourinho peut-être n'arrivait plus à faire. Mais bon. Ouais, j'ai pas, voilà. Moi, en revanche, je suis triste pour le football italien, parce que je pense que la Roma aurait pu aller loin, et Milan aussi, et donc, voilà. Donc, c'est un peu embêtant. Mais... Bref. Oui, son milieu à 2, c'était une préparation pour cette partie de la saison. Si les mecs couvrent le milieu à 2, ils peuvent le faire à 3, 4 ensuite, en couvrant une surface plus étendue. Mais oui, bien sûr. Moi, je pense sincèrement que Luis Enrique, il est nul en communication. En fait, c'est pas qu'il est nul, c'est qu'il en a rien à foutre. Depuis la mort de sa fille... Luis Enrique, il est en roue libre. Il en a rien à foutre de la com. Et d'ailleurs, il emmerde les journalistes. Il en a rien à foutre. Donc, c'est comme ça. En revanche, ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain, c'est dédramatiser justement ces moments-là où, en fait, tout d'un coup, il y a un absent et là, tout s'effondre. Donc, c'est ça qu'il a fait. Il a même prouvé à tout le monde qu'il pouvait jouer sans Mbappé, et que c'était pas un problème, et qu'il s'en privait lui-même, tout seul. Donc, et que si Mbappé était pas là pour un des 5 matchs qui sont à venir, qui sont les plus importants de la saison, les 2 quarts de finale, les 2 demi-finales et la finale, c'était pas grave, parce qu'il était prêt. Il avait fait jouer un tel à gauche, l'autre à droite, lui dans l'axe, etc., etc. Et que c'était pas un problème, et que son équipe allait être performante, et qu'on allait attendre le retour de Mbappé, on allait attendre le retour de Hakimi, on allait attendre le retour de Vitinha, bref. Et c'est ça, quoi. Non, franchement, moi je trouve que c'est un bon coach pour ça. Après, en revanche, c'est une personne relou, quoi. Franchement. Donc voilà. Mais je suis d'accord, il les a bien préparés, et je pense aussi qu'il les met dans la difficulté dans la saison, en se disant, de toute façon, j'ai suffisamment de marge en championnat pour faire ce genre de choses, pour qu'en fait, il s'habitue à batailler. Il y a aussi ça, le truc, il est là, c'est que quand tu es une équipe aussi dominante que Paris et que tu n'as pas l'habitude de batailler, le jour où tu rencontres en Ligue des Champions des matchs où il faut que tu batailles pour accrocher un match nul, pour accrocher une victoire, etc., en fait, tu n'es pas prêt. Donc voilà. Donc non, je pense que c'est plutôt bien ce qu'a fait Luis Enrique, même si je le porte pas dans mon cœur. C'est pas le mec avec qui j'ai envie de partir en week-end, parce que ça a l'air d'être un sacré... Bref, il a l'air un peu imbu de soi-même, désagréable, voilà, bon. Bah, après, c'est peut-être une image qu'il a en public. Et après, je peux comprendre... je lisais un tweet de Nicolas Villas qui disait je pense qu'on pourrait... Enfin, il n'y a que les gens qui ont vécu ce qu'il a vécu qui peuvent comprendre l'état dans lequel il se trouve. Ce qui est très probable, je le souhaite à personne. Donc voilà, donc c'est... Oui, c'est... Voilà. Je pense que Luis Enrique a tout fait pour que ça se passe bien, et en plus il a retiré de la pression.
toute la saison, il a dit, mais en fait, c'est une saison de transition, on va rien gagner, on joue même pas la Ligue des Champions, si on sort pas des poules, c'est pas grave, etc. En fait, tout ce qu'il a fait, là, c'est tout ce que le Paris Saint-Germain aurait dû faire depuis des années, plutôt que de dire jour 1, rêvons plus grand, ce qu'on veut, c'est gagner la Ligue des Champions. Mais tu t'imagines la pression que tu mets sur ton club qui a gagné que dalle, excepté la Coupe Gambardella en 1996. Enfin, c'est monstrueux. Donc, lui, en fait, il est arrivé, il a dit, non, mais on va arrêter ces conneries, voilà, on est en reconstruction. Alors bon, une reconstruction à 400 millions d'euros l'été dernier, mais bon, quand même, on est en reconstruction, on joue rien, on sort pas des poules, c'est pas grave, on a fait des bons matchs, etc. Vraiment, il fait du travail psychologique avec le club, avec ses joueurs. Mais en revanche, vers l'extérieur, c'est très bizarrement compréhensible. Donc voilà, bon, on verra. Hein. Franchement, s'il va la chercher, c'est une masterclass. Masterclass de psychologie inversée qu'il aura fait. Masterclass. Franchement, s'il va la chercher, bon, déjà, c'est une masterclass parce qu'il a gagné la première Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Bon, bah voilà. Après leur avoir fait vivre la remontada, là, c'est masterclass de chez masterclass. Mais en plus, en termes vraiment psychologiques, hein, je pense qu'on pourrait écrire une thèse dessus. C'est une vraie... je pense que c'est une vraie démarche. Donc, voilà. Voilà. Et écoutez, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur le Barça, le Paris Saint-Germain, Paris qui a, qui a fait un gros match. Non, parce que finalement le début de match n'était pas terrible, mais ils se sont réveillés et puis Kiki, il a marqué 3 beaux buts, hein, encore. Hein. Pouah, lui, il est chaud quand même. Hein. Quand il va s'en aller et qu'on n'aura plus que Bourigeaud et je sais pas. Mumbagna, ça va être compliqué quand même. Hein. La Ligue 1, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, on verra bien. Mais s'il gagne, on donne le Ballon d'Or à Luis Enrique. Ouais, bah pourquoi pas. Carrément. Après, si il gagne la Ligue des Champions et que Kylian va au bout à l'Euro, bon, bah, on sait qui est le Ballon d'Or. Voilà. C'est sûr. Mais faut que ça arrive. Ce serait beau, hein, franchement. Quelle plus belle histoire pour écrire Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain que de terminer sa carrière avec une Ligue des Champions à Ballon d'Or au Paris Saint-Germain. Ce serait magique, quoi. Ce serait, voilà. Je pense pas que ça arrive, mais si ça arrive, c'est définitivement qu'il a un destin hors norme. Donc voilà, oui, bon, alors on était quasi tous sûrs que c'était déjà le cas, mais quand même, il a un destin hors norme. Kylian Mbappé, il y a des gens, je sais pas, mais moi encore quand je vois ces 3 buts là contre Montpellier, alors ok c'est Montpellier, bon ça change pas que la frappe qu'il met de l'extérieur de la surface, ou même le premier but, frappe du gauche, ça a l'air de rien, mais ça va à une vitesse incroyable et c'est ultra bien placé. La frappe elle est magnifique, l'autre de l'extérieur de la surface, donc tu peux pas. Je veux dire, s'il y a des gens qui pensent que c'est juste un tout droit, franchement, c'est qu'ils comprennent pas grand-chose au ballon. Hein. C'est un tout droit, et en plus, c'est un virage, et en plus, c'est un gars qui a une technique en mouvement, je parle, mais quasi inégalée depuis probablement... Allez, parce qu'en mouvement à très haute vitesse, hein, Ronaldo Romario, et je parle de R9, hein, je parle pas de Cristiano Ronaldo qui a un style complètement différent de Kylian Mbappé, et Messi pareil qui a un style complètement différent de Kylian Mbappé. Là je parle d'un numéro 9 ou d'un attaquant qui va très très vite et qui enchaîne des mouvements à très très haute vitesse. Je pense que ça faisait depuis R9 j'ai pas vu ça. Donc voilà, ça va très très vite. Entre le contrôle et la frappe, ça va ultra vite. Et c'est pas la première fois qu'il le fait. Enfin, je veux dire, ça fait 10 ans, enfin pas 10 ans, 8 ans, 9 ans qu'il le fait maintenant. Où tu te dis, waouh, c'est quand même assez impressionnant. Au début, tu peux penser que c'est de la chance. Là, maintenant, t'es obligé de dire, bon, le gars, il a un pied quand même, c'est chaud, quoi. Il frappe très très fort, c'est toujours cadré quasi. Pied droit, pied gauche. Très 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 fort. Beaucoup plus fort que plein de joueurs. Le seul, je vous dis, qui peut pour l'instant rivaliser, je pense que c'est Vinicius. Après les autres, Bellingham, il est en surchauffe très clair, c'est sûr et certain, il fait pas des saisons comme ça tous les ans, mais sûr. Alors là, je signe. Erling Haaland, c'est un pur finisseur, donc ça n'a rien à voir du tout avec Kylian Mbappé. Donc voilà. Bref. Je termine sur Kiki, mais j'espère qu'il va bien terminer avec le Paris Saint-Germain.
Attention à Foden pour le Ballon d'Or. Ouais, c'est vrai. Bah si, pareil. Hein. Et il gagne la Ligue des Champions. C'est un des joueurs majeurs de Manchester City en ce moment, Phil Foden. Et il gagne l'Euro avec l'Angleterre, ce qui est très possible. Ça va être chaud. Et il est aussi probable qu'il gagne la Première Ligue. Donc ça peut être un très 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 bon candidat, hein, très clairement. Hein. S'il continue à être décisif comme ça dans les gros matchs, c'est-à-dire quart de finale, demi-finale, finale, ouais, il va l'avoir. Parce que Foden, cette année, c'est du très 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 haut niveau. C'est un autre style que Kylian Mbappé. Beaucoup plus... il me fait beaucoup plus penser à Bernardo Silva, Phil Foden, en fait. Un peu plus décisif. Mais c'est plus un Bernardo Silva, quoi. Donc voilà. Bellingham, Mbappé pour moi. Haaland en 3. Pour l'instant. Attends. La saison n'est pas finie. On sait que c'est maintenant que ça se joue. Là, c'est au mois d'avril que la saison se joue. Avril, mai, juin, juillet, jusqu'à la fin de l'Euro. C'est là que tu gagnes le Ballon d'Or. Avant, tu fais que dalle. C'est juste l'apéritif. Donc, je suis d'accord avec toi. Bellingham peut le gagner. Mbappé peut le gagner. Phil Foden peut le gagner. Haaland, c'est sûr que non. Parce que il n'aura pas l'Euro. Et je trouve pas qu'il fait une super saison. Donc voilà. Attention, si Messi gagne la MLS et la Copa, il peut encore le lui donner, tu m'étonnes. Mais s'il gagne la MLS et la Copa, sur PlayStation, hein. Il n'y a même pas besoin de jouer sur le terrain, il a quand même le Ballon d'Or, hein. T'inquiète. Hein. Donc voilà. Mon prono PSG-Barça. Très compliqué. Franchement, 50-50. Alors déjà, Royal Me Too, déjà, merci beaucoup d'être là, ça fait plaisir. Il faut que tu saches, c'est une tradition, hein, ça fait très longtemps que j'anime des podcasts ou des lives comme ça, je suis nul en pronostic. Donc voilà, donc si je te dis un pronostic, franchement, va sur je sais pas quelle plateforme de paris et parie l'inverse. Parce que très souvent, je suis nul. Donc voilà. Mais je suis meilleur en analyse, on va dire, de match. Donc voilà, je suis pas un devin. Mon prono PSG-Barça, je pense quand même que le PSG va passer. Je pense que Luis Enrique amène ce plus qui va faire en sorte que ils vont passer. Parce que les équipes sont sensiblement de même niveau, mais je pense que Luis Enrique est supérieur à Xavi. Et je pense que c'est lui qui va faire la différence au niveau tactique. Donc voilà, et maîtrise de l'événement. Parce qu'il a cette expérience, il connaît le Barça, il a vécu la remontada du bon côté, bref, il a vraiment une expérience qui va amener, et puis même en tant que joueur, alors Xavi bien sûr a énormément d'expérience, mais pas en tant que coach, je trouve. Harry Kane va sortir de nulle part. Il va sortir de nulle part pour aller où ? Pour perdre encore. C'est Harry Kane. Donc voilà. Je vois un Real Arsenal et un Barça Atlético, moi perso, et une finale en forme de classico. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Ok. Écoute. Pourquoi pas. Ça, c'est les demi-finales. Toi, tu penses Real Arsenal et Barça Atlético. Ok. Moi, je pense quand même que le Bayern va sortir Arsenal. Et Manchester City Real, je pense que le Real cette année a des chances. Donc je vois bien un Bayern Real d'un côté qui nous rappellerait les années 2010. Alors on va voir ce que ça donnerait avec la VAR, parce que bon, sans la VAR on sait ce que ça donne, hein. Le Real passe à 100% du temps, mais avec la VAR on va savoir. Et puis de l'autre côté probablement le PSG, ouais, qui va passer. Et ouais. Je sais pas trop. L'autre match, je sais pas trop. Donc voilà. Je me suis abonné. Bon live à toi. Bah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Royal Me Too, ça fait plaisir. Merci beaucoup. But de comment ? Ouais, bah ouais. Tuchel Nasser avec les baskets. Incroyable anecdote de la paire offerte par Nasser en 2020, effectivement. Par contre, si les demi sont PSG Atlético et Arsenal City, ce seraient deux matchs qui n'ont jamais eu lieu en Ligue des Champions. Ouais, pas mal. Il les oublie à l'hôtel, donc Nasser achète des baskets à Tuchel, il les oublie à l'hôtel, puis il les porte finalement en 2021, c'est ça ? Mais voyons. C'est une sacrée... Mais j'ai pas cette histoire, moi. Moi, j'ai pas cette histoire. Bref. Ok. Bon, en tous les cas, voilà. Écoutez, on a passé un petit peu en revue toute l'actualité du foot européen de cette semaine, de ce week-end, et puis des semaines à venir. Donc là, on va avoir une trêve internationale. Donc, et Chelsea gagne. Ah oui, ah ok, pas mal. Donc il a gagné avec les baskets de Nasser la Ligue des Champions. Ouais, va savoir. Là, il va peut-être mettre les baskets de Nasser avec le Bayern. Il y avait une célébration avec sa paire. Ok. Trêve internationale pendant 2 semaines.
vous connaissez ma passion pour le foot international. Donc voilà, OGCRM, t'as tout à fait raison, c'est ça qu'il faut dire. Saleté de trêve internationale qui me prive de mon The Voice samedi, pas content. Alors moi, c'est pas pour The Voice, mais qui me prive de foot, tout simplement. Donc voilà. Des matchs dont je me fous complètement, qui n'ont absolument aucun intérêt. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà. Voilà un petit peu. Donc bon, on trouvera des sujets lundi prochain, vous en faites pas, on trouvera des petits sujets transverses. Sans aucun problème. Écoutez, ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous, comme d'habitude. Merci d'avoir tous été là. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens abonnés. Merci aux gens qui ont participé dans les commentaires. Et puis, bien sûr, on se retrouve en podcast. Sur toutes les plateformes de streaming audio, sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un petit commentaire, ça fait plaisir, ça fait monter le podcast dans le ranking. Et puis, bien sûr, sur YouTube, à revoir la vidéo, sur Twitch aussi, à revoir, avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à me contacter sur X, si vous voulez qu'on parle de sujets en particulier, si vous voulez qu'on discute aussi, n'hésitez pas. Ok ? Merci à tous en tous les cas, et puis n'oubliez pas, ciao les gars, ciao ciao.